Nouveau rendez-vous de votre magazine, Le Débat. Le Débat sur cette émission de décryptage de grandes questions d'actualité sur Kyondo Télévision. Aujourd'hui, nous revenons sur le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, la 78e session où il est revenu notamment sur des questions politiques, sociales et même sécuritaires. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi rassure la transparence, l'inclusivité des prochaines élections en République démocratique du Congo, alors que sur le terrain, la CENI met pratiquement le cap sur la date du 20 décembre. Mais par rapport à certaines zones du pays qui n'ont pas encore connu d'enrôlement, Denis Kadima est prêt, mais il parle des contraintes sécuritaires qui n'ont toujours pas trouvé des solutions. Eh bien, on décrypte toutes ces questions dans ce magazine avec deux invités, deux tendances différentes. D'abord, l'UDPS, le parti présidentiel, avec M. Patrick Kafwimbi. Merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs et aux débatteurs. Bien, merci à vous. Nous avons également Maître Mohamed Eyenga. Il est de Envol, le parti de Délice Sanga. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie, monsieur José. Bonjour, bonsoir aux honorables téléspectateurs du magazine Les Débats. Bonsoir également à mon co-débatteur. Bien, avec vous, on va débuter ce magazine. Maître Mohamed Eyenga, le discours du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies. Plusieurs aspects ont été évoqués. On va commencer par l'aspect purement politique avec des assurances qu'il a données sur l'inclusivité, la transparence des élections du 20 décembre prochain. Merci beaucoup de la parole nous accorder, messieurs les journalistes, et surtout de nous associer à cette émission. Nous avons suivi avec intérêt la sortie, mieux le discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, au cours duquel il est revenu effectivement sur différentes questions d'actualité. Il a notamment commencé par exprimer la compassion du peuple congolais à l'égard de peuples frères libyens et marocains qui, comme vous le savez, sont victimes de la catastrophe naturelle qui s'est passée tout dernièrement. Le chef de l'État est revenu sur notamment la question de l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, en citant les Rwandais comme étant à la base de cette agression, en demandant effectivement à cette organisation internationale de prendre des sanctions contre cet État agresseur et terroriste qui est, comme vous le savez, dirigé par M. Paul Kagame. J'ai également noté la détermination du chef de l'État quant à ce qui concerne la tenue des élections dans le délai constitutionnel, mieux au mois de décembre 2023, tout en précisant que ça sera effectivement des élections inclusive, transparente et indépendante. C'est vrai qu'il y a eu cette détermination, mais nous osons croire qu'il y aura effectivement une convergence entre les discours du chef de l'État, principalement du point de vue électoral, donc entre son discours et ce que nous allons vivre sur le terrain, parce que nous avons comme l'impression... Par rapport à ce que vous vivez sur le terrain, nous avons comme l'impression... électoral qui promet l'inclusivité, la transparence, mais l'opposition dénonce déjà des velléités tendant à une forme d'organisation de fraude pour les prochaines élections. Du point de vue fort, mais je pense que cette sortie médiatique du chef de l'État a été une réussite. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État est très éloquent. Donc, il a très bien parlé. Mais du point de vue fond, il y a des questions à se poser parce que je venais de parler de la convergence. Donc, c'est dans le fond qu'il y a un problème. Justement, entre ce que le chef de l'État déclare souvent, ces différentes promesses, et ce qui se passe sur le terrain. Généralement, il y a un conflit notoire entre ce que déclare le chef de l'État et ce qui se passe sur le terrain. Parce que nous parlons des élections, il a lui-même déclaré que ça sera des élections indépendantes, inclusives et transparentes. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en plein processus. C'est vrai
qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités constatées notamment lors des opérations d'enrôlement, mais aussi lors du dépôt de candidature. On a constaté où certains ont dénoncé le fait qu'il y a eu certains membres de l'Union sacrée qui sont dans différentes institutions, dans la violation flagrante de la loi, qui voudrait à ce qu'ils puissent, par exemple, démissionner ou déposer leur mise en disponibilité, mais la CENI a fermé les yeux et on a accepté les candidatures de ces différentes personnalités. Donc, c'est la dénonciation provenant de la société civile. Et lui-même a parlé de la transparence et de l'inclusivité. Nous attendons voir comment est-ce que ça va se passer. On va y revenir. Monsieur Patrick Kafimbi, chef de l'État, est revenu, comme nous l'avons dit, sur plusieurs aspects. Mais là, on commence par l'aspect purement politique, avec le processus électoral, une ferme détermination du chef de l'État de voir les élections se tenir dans un format d'inclusivité, de transparence, ce qui est pratiquement contradictoire, selon votre co-débatteur, par rapport à la réalité qui est vécue sur le terrain. Oui, pour une fois, mon co-débatteur reconnaît les qualités de notre président de la République. C'est une première. Et j'aimerais ici rappeler que le discours du président de la République a eu à balayer pratiquement tous les points capitaux par rapport à la situation actuelle en République démocratique du Congo. Sur le plan politique, le président de la République a été clair en demandant l'appui et l'accompagnement des institutions internationales dans le processus électoral actuellement en cours pour que ce processus électoral soit effectivement une réussite. Et il a promis son engagement personnel dans la transparence du processus électoral et dans le fait que cela sera ou est un processus démocratique transparent qui va amener à des élections crédibles. Et c'est à ce niveau-là que votre débatteur parle d'un conflit notoire entre les promesses et la réalité sur terrain. Non, mais pas du tout. La réalité sur terrain est celle qu'elle est actuellement. Nous ne sommes même pas encore arrivés, aux élections, mais nous constatons que mon co-débatteur est en train de critiquer le résultat de ce processus électoral ou des élections qui n'ont même pas encore eu lieu. La critique se trouve à quel niveau? À quel niveau est-ce qu'il y a une incohérence entre les déclarations du chef de l'État et les réalités sur terrain? Actuellement, je n'en vois pas parce que le calendrier électoral a été publié et jusque-là, il est respecté à la lettre et à la loupe par la Commission électorale nationale indépendante et toutes les institutions s'impliquent pour la réussite de ce processus électoral. À quel niveau est-ce qu'il se trouve une certaine incohérence? Il n'y a pas d'incohérence ou de conflit notoire. Il n'y a aucun conflit au niveau de ce processus électoral qui est tout à fait inclusif de toutes les parties. Vous oubliez qu'il y a certaines forces politiques qui ont refusé d'aller dans le processus. Mais évidemment, monsieur notamment le FCC et Martin Fayoulou, notamment la Mouka. En tant que cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous reconnaissons avoir décidé démocratiquement à ne pas participer à un processus électoral qui avait été organisé en République démocratique du Congo, mais cela n'a pas arrêté le cours en 2006. En 2006, cela n'a pas arrêté le cours du temps. Et aujourd'hui, démocratiquement, il y a évidemment certains partis politiques, certains politiciens qui ont décidé de ne pas faire partie de ce processus électoral. C'est cela aussi la beauté de la démocratie, parce que c'est de bonne guerre, c'est leur droit le plus légitime, inaliénable, de ne pas participer au processus électoral. On peut à ce titre mettre de côté le caractère inclusif. Puisqu'il y a des forces importantes qui ne sont pas sur le chemin électoral à cause de leurs revendications. L'inclusivité, monsieur le journaliste, se trouve à quel niveau? L'inclusivité, c'est le fait que tout le monde, tous les acteurs politiques ont tout à fait le droit de participer à ce processus électoral. Mais lorsque un acteur politique ou un parti politique décide soi-même de ne pas participer... acteurs, pas un acteur. Mais évidemment, des acteurs ou un acteur, cela revient au même. Nous voyons Joseph Kabila Kabange et sa famille politique, ainsi que Martin Fayoulou et sa famille politique, qui ont décidé de ne pas faire partie. Mais n'oubliez pas que nous avons plus de 100 regroupements et partis politiques
qui font partie de ce processus le poids électoral. politique de ces personnalités, M. Patrick Kafembe. Évidemment, le plus grand parti politique en République démocratique du Congo, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et ce parti fait partie de ce processus électoral. Donc, pour nous, nous n'avons aucun problème par rapport à la participation. D'accord. Alors, Maître Momelenga, vous parliez déjà d'un conflit notoire entre les dires du chef de l'État par rapport à l'inclusivité et la transparence. Votre co-débatteur vient de réagir. Pourtant, il y a, puisque je sais que l'envol est dans la course, certaines autres farces politiques, pas de moindre, je parle de Lamouka, FCC, Joseph Kabila, qui ne sont pas dans la course, ce qui entacherait, selon une certaine opinion, le caractère inclusif qui est vanté aujourd'hui par le chef de l'État. Oui, il est évident que le chef de l'État parlait de l'inclusivité, de la transparence et de la neutralité de ces processus électoraux. Je venais, dans le préambule de cette émission, de parler d'une certaine incohérence habituelle entre ce que déclare le chef de l'État et ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Les cas sont vraiment légion. Les multiples promesses non tenues du chef de l'État. En même temps, il vous dit il fait lui-même pression à certaines forces sous prétexte de vouloir défendre l'intégrité territoriale. C'est pour cette raison, effectivement, que j'ai parlé de la cohérence. Il est vrai que j'ai félicité le chef de l'État parce que j'ai analysé son discours d'abord du point de vue forme et du point de vue fond. Mais comme je venais de le dire, du point de vue forme, ça a été une réussite parce que nous avons affaire à un chef de l'État qui est très éloquent. Mais le problème, c'est beaucoup plus au niveau du point de vue fond. Parce que dans les fonds, on se rend compte que le chef de l'État, qui est magistrat suprême et qui dit ce gouvernement, il a notamment l'obligation constitutionnelle, donc les institutions, de sécuriser les personnes et leurs biens. Vous allez vous rendre compte que le chef qui est dans les capacités de les faire, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons une partie... Là, vous êtes dans l'aspect purement sécuritaire. Je suis dans l'aspect sécuritaire et politique. Je commence alors par l'aspect politique. Du point de vue politique, il y a la dégradation ou les rétrécissements de l'espace politique chez nous en République démocratique du Congo. Actuellement, les opposants n'ont quasiment pas les droits de s'exprimer librement. Les manifestations politiques de l'opposition est soit carrément interdite ou alors on fait un effort d'envahir certaines milices pour s'attaquer de l'opposition. Ça a été le cas notamment avec l'honorable Délice Sanga. Donc il y a un sérieux problème du point de vue politique. On nous parle de l'inclusivité, de la transparence, de la neutralité de ces processus électoraux, mais je venais de le dire, je n'ai pas attaqué les résultats. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion sur ces plateaux. J'ai plutôt critiqué les différentes opérations qui ont déjà eu lieu et qui sont en train d'être exécutées, notamment les opérations d'enrôlement qui ont été entourées des irrégularités, parce qu'on s'est rendu compte qu'après ces irrégularités constatées par toute personne raisonnable, l'opposition avait effectivement proposé à M. Denis Kadima de pouvoir faire recours à un organisme international ayant une réputation en matière de neutralité d'expertise en matière électorale, de sorte qu'on puisse effectivement faire un audit sérieux de ces fichiers électoraux confectionnés par M. Denis Kadima, mais ce dernier avait quasiment refusé, s'alliant à la position de l'Union dite sacrée qui refusait tout audit sérieux, étant donné qu'il y avait déjà un semblant d'audit exécuté par les amis de M. Denis Kadima. C'est pour cette raison qu'il y a effectivement certaines forces au niveau de l'opposition qui se sont carrément réservées de pouvoir y participer ou retirer. C'est le cas du FCC, le cas de l'honorable Martin Fayoulou. Et tous les arguments qui sont avancés par ces forces, ce sont des arguments qui sont nôtres parce que nous avions à l'époque fait une déclaration commune avec différentes prétentions. Mais nous, on s'est dit qu'on ne peut pas verser dans la non-assistance à personne en danger parce que s'il faudrait que nous tous on puisse se réserver ou carrément se retirer en ce moment-là, c'est une passe qu'on donne à M. Tshisekedi d'être réélu à la tête de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est la population qui sera victime. Parce que nous parlons
de ces discours, le chef de l'État s'est apaisanti effectivement aussi sur le plan sécuritaire. Je reviens sur le plan sécuritaire. On termine d'abord la partie électorale avec M. Patrick Kafwimbi, votre co-débatteur, a élucidé toute une panoplie de cas qui prouvent à suffisance qu'il y a de problèmes sur l'organisation des élections, le retrait de Fayoulou et les autres, la déclaration commune de l'opposition. Vous ne pensez pas qu'il y avait une possibilité pour le chef de l'État et de l'Union sacrée d'une manière générale de revenir sur certaines choses, ou par l'entremise de la CENI, par exemple, ce qui pouvait rassurer l'opposition qu'il y ait un caractère inclusif par rapport à ces prochaines élections qui sont attendues? Merci, monsieur le journaliste. Mais pour nous, nous demandons qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est la loi de la majorité qui s'applique. Nous ne pouvons pas revenir en arrière sur certains points parce que un petit groupuscule d'individus trouve que ce qui se passe ou ce qui a été décidé par la majorité ne leur plaît pas ou n'arrange pas leurs calculs mesquins. Donc je ne pense pas que c'est cela qui doit faire en sorte que la machine puisse faire marche arrière. Et par rapport à l'audit du fichier électoral, mais la Commission électorale nationale indépendante a eu à lancer un appel d'offres à tous ceux qui étaient disposés à venir auditer le fichier électoral, où se trouvait le parti de Délice et Sangapo. On parlait qu'il fallait une organisation internationale crédible. Mais ces organisations... Mais la CENI s'est limitée à avoir juste des experts. Non, mais cet appel était adressé... de proches de... Cet appel était adressé à tout le monde, à toute la communauté internationale, pas seulement aux experts. Et cette organisation internationale dont eux parlent, c'est quelle organisation? Est-ce l'OIF? Nous avons refusé que l'OIF vienne auditer le fichier électoral de la République démocratique du Congo pour des raisons que tout le monde connaît. Mais s'ils ont des organisations internationales crédibles qui pouvaient venir le faire, pourquoi ne leur ont-ils pas transféré l'appel d'offres de la CENI pour qu'ils viennent? Nous n'avons aucune organisation internationale, à moins que vous qui êtes mieux informés, puissiez nous citer une seule organisation internationale crédible qui a eu à déposer son dossier au niveau de la Commission électorale nationale indépendante et que ce dossier-là a été rejeté. Nous n'en avons pas, mais ceux qui ont été disposés à faire ce travail sont venus le faire en toute impartialité et ils ont donné le résultat qu'ils ont eu à donner. Et d'ailleurs, la critique ne doit pas se situer au niveau de qui a audité le fichier électoral et qui ne l'a pas fait. La critique doit non, mais équité par rapport à quoi, monsieur le journaliste? Par exemple, à l'équipe d'experts. Non, mais sur quelle base ils se fondent pour dire qu'ils n'ont pas confiance? Ils doivent par contre fonder leur critique sur le résultat de l'audit du fichier électoral. À quel niveau est-ce que ceux qui ont eu à auditer ce fichier électoral ont failli? C'est cela que nous attendons, mais jusque-là, nous n'avons jamais reçu une réponse cohérente par rapport à cela, si ce n'est des critiques contre ceux qui ont eu à faire ce travail-là. Ils disent qu'il y a une certaine intolérance, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le pouvoir en place? S'il y a certaines brebis égarées, certains individus mal intentionnés qui sont prêts à s'attaquer à ceux qui ne parlent pas le même langage que eux, ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà connu cela ici en République démocratique du Congo, où il y a certains individus, faute, je ne sais pas moi, d'instruction, qui sont prêts à s'attaquer à ceux qui ne parlent pas le même langage qu'eux. Cela ne doit pas engager la République. Et les services de sécurité sont derrière ce genre d'individus pour les arrêter et les faire répondre de leurs actes devant la justice. Alors, on va prendre la deuxième manche de l'intervention du chef de l'État. Lors de son intervention devant la tribune des Nations Unies en la 78e session des Nations Unies, le président de la République est revenu sur des questions sécuritaires, évoquant notamment l'importance d'accélérer le processus du retrait de la MONUSCO avant la fin de cette année 2023. Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui d'envisager cela, maître Mohamed Inga, au regard de la gravité de la situation qui prévaut dans cette zone du pays? Merci encore une fois de la parole, messieurs les journalistes. J'ai suivi les chefs de l'État parlant de l'aspect
sécuritaire. Il a commencé par préciser que la République démocratique du Congo est prête à faire face à n'importe quelle agression venant notamment de ses voisins et principalement de l'État criminel le Rwanda. Il a également demandé le retrait progressif de la MONUSCO, donc à partir l'accélération du retrait de la MONUSCO à partir du mois de décembre 2023. Ici, il faut préciser que, comme je le disais tout à l'heure, la responsabilité première d'un État, de tout État responsable à travers le monde, c'est de sécuriser ses concitoyens ou de sécuriser les personnes et leurs biens, mais également de sécuriser l'intégrité territoriale. Le chef de l'État vous dit que nous sommes prêts à faire face à n'importe quelle agression, mais c'est toujours le même régime qui va implorer l'intervention de la SADC. Tout dernièrement, ils ont imploré l'intervention de la SADC pour nous aider à faire face à toute cette criminalité qui se vit au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, bien que dans cette partie, on constate aussi la présence, il y a de cela quasiment une année, des forces de l'EAC ou de cette organisation au sein de laquelle ce régime, le régime Tshisekedi, nous a fait adhérer aveuglément, sans pour autant qu'on ait réfléchi froidement par rapport à cette question. L'EAC qui est là. Donc, on se rend compte que du point de vue sécuritaire, il y a cette politique de tâtonnement, il y a une gouvernance sans vision, sans boussole, malheureusement, du régime Tshisekedi, parce que sur le terrain, on se rend compte que chaque jour qui passe, il y a des vies humaines qui sont fauchées. Chaque jour qui passe, il y a des compatriotes qui sont violés, il y a des compatriotes qui sont assassinés à la machette. Malheureusement, au vu aussi de l'œil impuissant du commandant suprême, à savoir monsieur le chef de l'État Tshisekedi, qui est toujours dans l'incapacité avec notre armée de pouvoir nous sécuriser. Est-ce qu'il y a opportunité de demander les retraits accélérés de la MONUSCO? Personnellement, mon parti politique a toujours été contre la sous-traitance de la sécurité nationale, mais nous avons comme l'impression qu'on veut déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. En même temps, on demande le retrait accéléré de la MONUSCO, qui est, comme vous le savez, la mission la plus budgétivore des Nations Unies, qui a un budget de plus d'1 milliard de dollars, mais qui a du mal à pacifier plus de 15 ans après la partie orientale de la République démocratique du Congo, sachant très bien que la MONUSCO a échoué. Ça, c'est un fait avéré. C'est tout le monde qui reconnaît eux-mêmes le fait qu'ils ont lamentablement échoué en République démocratique du Congo. Mais on se permet quand même de signer des accords avec l'EAC, qui est composé non seulement des États faibles économiquement, mais aussi des... La MONUSCO et l'EAC n'ont pas la possibilité de... Déjà que la MONUSCO, qui est, comme je l'ai dit, la mission la plus budgétivore des Nations Unies, est dans l'incapacité de pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo, à combien plus forte raison la force de l'EAC, qui est, comme je l'ai dit, non seulement constituée des États pauvres, à savoir tous ces petits États, mais également des États agresseurs. Parce que Maître Inga a la mission, est comme une mission tampon entre les FARDC. Ça, c'est vous qui venez de le dire. Quand nous avions adhéré dans l'EAC, les chefs de l'État et ses ministres nous laissaient entendre que cette force avait une mission offensive. Et pendant que nous autres, mais y compris les responsables de ces différents États qui composent l'EAC, étaient en train de dire qu'ils avaient une mission d'observation, ils étaient venus pour observer et justement et permettre à ce qu'il puisse y avoir cessation des hostilités entre les forces loyalistes et le mouvement 23, mais le chef de l'État et le ministre de l'Information racontaient autre chose, mais plus de 6 mois après, on se rend compte que ces gens exécutent effectivement une mission tampon. Et donc, grosso modo, toute cette situation dont nous sommes victimes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec cette gouvernance sans vision, sans boussole du chef de l'État, simplement parce qu'on se rend compte que le régime en place est ailleurs. Il est beaucoup plus dans autre chose que là où le peuple l'attend plus. Alors, M. Patrick Afouimbi, le chef de l'État, lors de son discours, a notamment parlé de l'accélération du processus de retrait de
la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, évoquant notamment ces accrochages entre population et MONUSCO, une population congolaise qui n'est pas rassurée de la mission de la MONUSCO. Vous êtes de l'Union sacrée des Congolais par ce roi. Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui d'envisager le départ de la MONUSCO au regard de la gravité de la situation que vit le peuple congolais dans sa partie orientale? Merci, monsieur le journaliste. Nous pensons qu'il est impérieux qu'un retrait progressif de la MONUSCO se fasse actuellement, comme le chef de l'État l'a demandé, en lieu et place de décembre 2024. Cela doit commencer dès la fin de cette année pour satisfaire un tant soit peu la population, parce que ce n'est pas sur demande directement du gouvernement, c'est sur demande du peuple congolais lui-même. Vous avez suivi récemment même à Goma, où il y a eu des marches qui ont été organisées pour évidemment demander le départ de la mission des Nations Unies. Donc la population en a marre, plus de 2 décennies en République démocratique. Alors, la MONUSCO va partir sans aucune solution. Qui va prendre le relais? Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont été sous un régime presque d'embargo pendant plusieurs années, ont été libérées de cette situation. Et la République démocratique du Congo est actuellement en train d'équiper ses forces armées comme il se doit pour, évidemment... Encore ce contrôle de la rébellion de oui, évidemment, et à certains territoires... Et là, sur place, il y a plus d'un million, selon les estimations, des millions de dollars qui échappent au trésor public. Oui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de se reconstituer et nous sommes confiants, nous l'avons toujours dit, pour nous... la seule force capable de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo et d'accorder la souveraineté, la sécurité à notre pays, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Et comment elles vont y arriver, puisque il y a d'abord l'EAC qui est là, qui au départ avait une mission, pour nous, offensive. C'est une déception. Et maintenant, une mission tampon. À un certain moment, le chef de l'État réclamait aussi le départ de l'EAC. Oui, évidemment, nous aussi, nous réclamons le départ de l'EAC parce que c'est une déception pour nous. Nous pensions qu'il y avait une certaine solidarité africaine avec nos voisins de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme mon co-débatteur l'a dit, parmi eux, il y a certains qui nous agressent même. Donc, pour nous, je ne pense pas que nous pouvons espérer quelque chose avec la force de l'EAC en République démocratique du Congo. Depuis qu'ils sont là, ils ne nous ont aidés en rien. Nous avons vu que c'est pratiquement le même fait, la même situation que la MONUSCO. Ils sont là à ne rien faire et à être observateurs de la situation. Et d'ailleurs, M. Patry, le chef de l'État, dans son discours, a dénoncé une certaine injustice de la communauté internationale dans la résolution de crises sur le continent africain. Évidemment. Et le cas de la RDC, pratiquement. Évidemment, le panafricanisme de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a commencé par citer les cas d'autres pays, notamment la Mauritanie et le Soudan, le Niger et d'autres pays, qui sont délaissés par la communauté internationale dans des situations de guerre et de conflits interminables. Et c'est une situation d'hypocrisie où la communauté internationale est prête à se mobiliser pour l'Ukraine qui est attaquée par la Russie et incapable de se mobiliser pour d'autres pays ici en Afrique où elle reste observatrice de cette situation. Il y a une certaine complicité et nous constatons qu'au niveau de la communauté internationale, ce sont les intérêts qui priment, ce sont les intérêts économiques, les intérêts politiques, géopolitiques qui priment actuellement et c'est pour ça que vous constaterez qu'ils envoient une grande mission budgétivore en République démocratique du Congo. Mais ils n'interviennent pas pour mettre fin à ces milices. Soit disons pour sécuriser, mais juste pour garder un contrôle sur la situation en République démocratique. Évidemment, une mainmise sur la République démocratique du Congo qui géopolitiquement est un État très... au centre de plusieurs enjeux. Au centre de plusieurs enjeux, effectivement. C'est cela l'objectif de la MONUSCO. C'est pourquoi nous demandons le départ de la MONUSCO, qui ne doit pas être brusque, mais progressif. Alors, le départ de la MONUSCO, pour quelle autre force sur le continent? Maître Mohamed Yenga, vous allez également réagir par rapport aux propos de votre co-débatteur. De réagir d'abord aux propos de mon co-débatteur. Il a commencé par dire qu'ils ont constaté
que ce qui prime au niveau international sont les intérêts. Mais c'est pas aujourd'hui que vous devez. L'hypocrisie de la communauté internationale. C'est pas aujourd'hui que vous devez constater cela. Les relations internationales ont toujours été basées sur les intérêts. Donc, malheureusement, vous voulez constater 4 ans après que vous constatez cela, que les relations internationales sont plus basées sur les intérêts. Deuxièmement, il vous dit qu'il réclame que l'Union sacrée réclame le départ de nos amis. La population, c'est pas l'Union. Ceux qui ont marché le 30 août, c'est pas... Non, je parle de l'EAC, je ne parle pas de la MONUSCO. Voilà. Je parle de l'EAC. Ils ont constaté, c'est vous, à titre personnel. C'est bien. J'ai comme l'impression que depuis un certain temps, nous avons une population qui réclame, c'est tout à fait légitime, hein, qui réclame, qui s'est plaint. Vous avez l'opposition qui critique, qui fait des propositions, mais vous avez un régime qui réclame aussi. Vous avez des autorités, un ministre qui passe à la télévision pour se plaindre. Vous parlez de régime qui réclame je parle de l'EAC, bien sûr. Vous avez un chef de l'État qui réclame aussi, qui se plaint. Les cas sont légion devant un général kenyan qui était à la tête de l'EAC. Le chef s'est permis... Ce n'est pas le chef qui l'a fait partir. Et le chef s'est permis d'aller se plaindre devant ses généraux. Ici, il faut préciser que le chef lui-même sait très bien que ces coalisés de l'EAC n'aident pas la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ils sont en complicité avec le mouvement 23. C'est pour moi qu'il l'ai dit. Même le ministre des Affaires étrangères l'avait déclaré au cours d'un point de presse que c'est l'armée ougandaise qui avait permis au mouvement 23 de prendre possession de Bunagana. C'est lui qui l'avait dit, le numéro 3 du gouvernement congolais. Donc, ils savent tous que cette force de l'EAC travaille en complicité avec le mouvement 23. Mais ils sont dans l'incapacité de faire partie de cette force. C'est pour cette raison que avant la reconduction du mandat de l'EAC au mois de juin, les chefs où les régimes congolais tenaient plus au départ de cette force. Mais comme ils sont dans l'incapacité de jouer un rôle quelconque ou d'influer positivement ou négativement sur cette mission qui est sur le territoire congolais, eh bien, les autres chefs d'État se sont concertés et ils ont décidé sur le maintien de la force de l'EAC sur le sol congolais. Et donc, sous l'œil impuissant du chef de l'État congolais. Malheureusement, ils n'ont pas la maîtrise de la situation et ce sont les autres qui se décident sur ce qui doit être fait sur le sol congolais. Alors, je venais de parler parce que vous avez posé une question. Vous êtes congolais, maître Mohamed Inga. Qu'est-ce que vous préférez? Le maintien de la MONUSCO, le départ de l'EAC, comme je l'ai dit, le déploiement de la nouvelle force de la SADC? Comme je venais de le dire, nous avons comme l'impression que le régime veut mettre en pratique la politique de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. Parce que la MONUSCO va partir. Mais en même temps, il y a l'EAC qui est, comme je l'ai dit, je venais de citer tout à l'heure les faiblesses de cette force, notamment l'incapacité financière, ce sont des États pauvres. En deuxième lieu, une organisation composée des États qui nous ont toujours agressés. Il y a la présence de l'armée rwandaise. On nous avait menti à l'époque en disant que cette force ne sera pas constituée d'une délégation de l'armée rwandaise. C'était un grossier mensonge parce que quelques mois après, c'est toujours les mêmes officiels congolais qui ont demandé le départ des officiers rwandais faisant partie de la force de l'EAC. Ça, c'est de un. En deuxième lieu, pour ceux qui ne le savent pas, la force de renseignement de cette force de l'EAC est dirigée par les Rwandais. Donc, c'était un grossier mensonge. Alors, la deuxième faiblesse que je venais de citer, c'est effectivement la présence des États agresseurs. Il y en a autant. Il y a les Rwandais, j'y arrive, il y a les Rwandais, il y a l'Ouganda, ainsi que d'autres États qui ont intérêt dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Encore une fois, comme je venais de le dire, on demande le départ de la MONUSCO. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il venait d'implorer la présence ou l'intervention militaire de la SADC. Ce que nous souhaitons est qu'on puisse mettre fin à la politique de sous-traitance de la sécurité nationale. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de sous-traiter la sécurité nationale. Il y a une partie dirigée par les Rwandais à travers le mouvement 23, d'autres parties dirigées par l'Ouganda. Et l'Ouganda se permet dans sa partie que cette république dirige d'asphalter certaines routes.
Rendez-vous compte, l'Ouganda est en train d'asphalter, je l'ai dit, non, l'Ouganda, je me demande c'est quoi l'intérêt? Parce que l'Ouganda est venu pour jouer le rôle de diriger cette zone tampon. Pour combien de temps? Personne ne le sait, même mon co-débatteur de l'Union sacrée est dans les capacités de vous le dire. Mais ce qui touche, ce qui tique, c'est le fait pour l'Ouganda de commencer déjà à asphalter certaines routes. Je dis bien asphalter certaines routes, comme si c'était un territoire ou un secteur ougandais. Et c'est grave. Alors, maître, M. Patrick Kafwimbi, nous sommes à vous. Nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin de ce magazine. Nous regardons deux choix multiples entre accélérer le retrait de la MONUSCO, le déploiement de la SADC, le départ de l'EAC. Vous avez dit que vous le voulez, vous, en tant que tel, en tant que Congolais. C'est quoi qui doit être fait d'abord pour renforcer notre armée? Parce que c'est elle qui est au centre des enjeux. On le dit, même dans le cadre des relations internationales, la force arrête la force. Merci. Ce qui doit être fait, c'est actuellement ce qui se fait. Nous avons vu les forces armées de la République démocratique du Congo commencer à s'équiper en matériel. C'est très important. Nous demandons au gouvernement de continuer à financer le secteur de la défense pour que notre armée soit équipée dans tous les matériels de dernier cri qui vont permettre à ce que nous puissions neutraliser l'ennemi. Pas seulement ça, nous félicitons les responsables pour notre armée qui commence à s'équiper en nouvelles tenues, des tenues qui sont produites sur le territoire congolais, chose qui ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo, malgré que mon co-débatteur semble minimiser cela, mais cela a eu à apporter une touche assez innovante au sein de nos forces armées. Nous demanderons encore une fois de plus au gouvernement d'améliorer la solde de nos militaires et de bien prendre en charge nos militaires pour les permettre d'être suffisamment motivés et de ne pas être inquiétés du sort de leur famille lorsqu'ils vont au front. Donc cela engage aussi le bon traitement des veuves et des enfants, des orphelins, des militaires qui sont restés sans père, sans mère actuellement après le sacrifice suprême qu'ils ont eu à faire au front. Cela va motiver encore plus nos forces armées à bien vouloir bien servir sous le drapeau. Et finalement, nous sommes d'accord qu'on doit nettoyer notre armée qui a été infiltrée pendant plusieurs années. C'est cela le véritable problème. Vous ne pensez pas que ça risque de créer encore de frustration? Nettoyer l'armée, il y a des stratégies à mettre en place pour nettoyer cette armée sans pour autant créer des frustrations au sein de nos forces armées. Nous avons plusieurs infiltrés au sein de nos forces armées et il est de la responsabilité des services de renseignement et du gouvernement de faire ce travail-là, de dénicher tous les infiltrés qui ont eu à intégrer nos forces armées grâce au brassage et autres. D'accord. Alors, on va revenir à vous pour la conclusion. On commence par Maître Mohamed Yenga. Vous avez 1 minute pour conclure. Merci. Ce qui est fait, ce n'est pas ce qui s'est fait actuellement. Ce qui s'est fait actuellement, c'est la sous-traitance de notre sécurité en faveur des petits Sud-Soudanais qui sont en pleine guerre civile. Ce qui s'est fait actuellement, c'est la perte de façon continue de l'espace ou du territoire national en faveur du mouvement 23 sous prétexte d'un repli stratégique. Ce qui s'est fait actuellement, c'est une armée qui se permet sans rire et sans honte de s'attaquer aux paisibles citoyens. Ce qui se fait actuellement, c'est les conditions, la dégradation des conditions socio-économiques de nos FARDC en faveur des politiques qui touchent plusieurs millions de dollars inutilement. Ce que nous proposons, c'est notamment les sérieux dans le fonctionnement et l'organisation des FARDC.
FARDC, en allouant à ces secteurs clés de notre sécurité nationale un budget conséquent. Il y a un budget, ça c'est un budget, mais est-ce qu'ils ont effectivement décaissé ces fonds en faveur des FARDC? Point d'interrogation. Et surtout que nous avons affaire à une Assemblée nationale qui ignore le fait que dans ces attributions, il y a notamment les contrôles du gouvernement. Ce qui doit être fait, c'est effectivement d'améliorer les conditions socio-économiques des FARDC. Ce qui doit être fait, c'est de former les FARDC pour que les gens comprennent que finalement, on doit s'attaquer non pas aux paisibles citoyens, à la population citoyenne congolaise qui ne fait que réclamer ses droits le plus légitimes, mais plutôt s'attaquer au mouvement 23 qui continue à nous agresser sur notre sol et s'attaquer aux criminels, M. Paul Kagame et le régime rwandais. On va refermer ce magazine par vous. Pour votre conclusion, M. Patrick Kafwimbi. Merci. Nous tenons à féliciter le président de la République, chef de l'État, pour le discours républicain, panafricaniste et percutant qu'il a eu à effectuer à la tribune des Nations Unies. Et nous tenons à encourager les forces armées de la République démocratique du Congo que le co-débatteur semble négliger. Mais nous sommes confiants que nos forces armées sont très bien formées et grâce évidemment au gouvernement qui va sûrement suivre cet appel que nous venons de lancer à la restructuration de notre armée, à l'équipement de notre armée, au bon traitement de nos militaires, la paix sera retrouvée en République démocratique du Congo. Voilà. Mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à M. Patrick Kafwimbi de l'UDPS, Maître Mohamed Deyinga de Envol, l'opposition par ricochet. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre magazine Le Débat la semaine prochaine avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir.